Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Émission spéciale aujourd'hui où nous allons, après presque un mois après le Super Bowl, nous allons décerner nos différentes récompenses sur la saison qui vient de s'écouler, à savoir sur le défenseur de l'année, le joueur offensif de l'année, notre MVP sur l'équipe au global, notre rookie de l'année, notre coach de l'année et aussi malheureusement le flop de la saison pour chacun d'entre nous. Donc pour décerner ces awards avec moi, il y aura Johan ce soir. Johan, comment vas-tu ? Salut tout le monde, ça va, grippé mais ça va. Avec nous aussi Emilien, notre envoyé spécial à Kansas City. Emilien, comment ça va ? Salut les copains. Écoute, en ce moment, quand on me demande comment ça va, je dis mieux que l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, c'est le niveau de comment ça va. Il fait beau à Kansas City, enfin. On a encore pris de la neige mercredi, mais bon, on espère que c'est la fin. Et mieux que mon Yo, qui a une petite voix aujourd'hui, mais ça ne va pas l'empêcher d'être formidable comme d'habitude. On va essayer. Et qui dit émission spéciale, ça veut dire une équipe au complet. Donc il nous manque Elvin. Elvin, ça va ? Salut tout le monde, ouais, ça va impeccable. Moi, c'est ma saison préférée de l'année. Moi, c'est la saison où tout est permis. On se prend à rêver, à faire venir le meilleur receveur de la ligue, à faire venir exactement le left tackle qu'il nous faut, à drafter un mec qui doit tomber au premier tour, mais le simulateur te le fait avoir au pick 95. Enfin, j'adore cette période de l'année, moi. C'est la période où la saison vient de se terminer, puis on a hâte que la nouvelle recommence en attendant la draft. Donc, comme tu le dis, c'est toujours les rumeurs par-ci, par-là, d'une heure à l'autre, on change complètement d'idée sur quoi on était parti. Mais ça fera l'objet du prochain épisode où on parlera éventuellement des besoins que l'équipe peut avoir. Alors, pour commencer cette émission sur les récompenses, je vais déjà vous demander si pour vous, on peut parler d'une saison, la saison qui vient de s'écouler, est-ce qu'on peut la considérer comme réussie, comme ratée, mitigée, votre ressenti. Johan, toi, c'est quoi ton ressenti global sur la saison qui vient de s'écouler ? Alors, si on parle que chiffres. Pardon, excusez-moi, c'est ma femme qui pète un câble ce soir. Elle m'a dit qu'elle le ferait, donc elle l'a fait, voilà. Ça l'a fait rire. Désolé pour ceux qui écouteront le podcast. Alors, si on parle que chiffres, si on parle que résultats, on va dire, ça peut être une très bonne saison, une super saison, parce que tu vas au Super Bowl. Si on regarde stats, pour moi, non, c'est pas une saison réussie, c'est pas une saison. Alors, tout le monde va dire, mais il est fou, tout ça. Non, c'est la deuxième plus mauvaise saison de Mahomes au niveau touchdown marqué. C'est la plus mauvaise saison de Mahomes au niveau yard à la passe.
voilà, donc pour moi, il y a des choses à redire, il y a des choses qui n'ont pas été bonnes pour moi, mais Kansas City va au Super Bowl parce qu'il y a quand même du monde qui est là, il y a une intelligence quand même qui est là aussi au niveau de l'encadrement et des joueurs, parce que de toute façon Mahomes, ça reste le joueur pour moi parfait. Et c'est pour moi, c'est le meilleur joueur de la ligue. Il y a pas, même s'il a fait une saison moins bonne. Mais voilà, moi, voilà, je donne mon avis perso à tête reposée. Même si il y a un côté négatif en ce moment pour moi, mais après, voilà, ça n'empêche pas qu'on était au Super Bowl. Sur cet aspect-là, oui, la saison a réussi. On était candidat pour faire le three-peat. On ne l'a pas fait. Et par contre, voilà, si on regarde la saison, c'est frustrant de voir un Patrick Mahomes en dessous des 4 milliards, d'avoir un Travis Kelce qui doit être à 3 ou 4 TD, d'une attaque qui n'avance pas spécialement. Voilà, pour moi, on avait mieux à faire, je pense. Mais voilà, c'est mon point de vue perso. Ok, en tout cas, moi, je te rejoins sur pas mal de choses. Emilien, toi qui as vécu ça encore de plus près, grâce à ta localisation sur la carte du monde. Emilien, pour toi, c'est quoi ton ressenti sur cette saison? C'est quand même compliqué de dire que c'est pas une saison réussie. Enfin, on finit quand même à 15 victoires, 2 défaites, dont une qui est un match gigot-haricot dernière semaine où on met l'équipe C. On gagne encore la FC West, on gagne encore la FC tout court. Alors oui, Mahomes n'a peut-être pas fait une super saison, mais on ne juge pas la saison de Mahomes, on juge la saison des Chiefs au total. Donc moi, je trouve que c'est quand même compliqué de dire que ce n'est pas une bonne saison. Alors oui, évidemment, on le sait depuis le début, avec cette équipe, le but, c'est la bague, ou aller au moins au Super Bowl. On y allait, bon, on s'est fait malheureusement écrasé par les Eagles, mais d'un point de vue strictement comptable, 15 victoires, je ne sais pas si de notre vivant on le reverra. Il ne faut quand même pas non plus banaliser l'exceptionnel. Donc non, très très bonne saison d'un point de vue comptable. Après, je rejoins Yo sur le fait qu'effectivement, on ne s'est pas régalé cette saison. Il y a eu beaucoup de victoires très proches, avec des matchs quand même poussifs, etc. Donc c'est sûr que ce côté-là, c'est le gros bémol. Et ça a été ce qui était un peu compliqué en fait au moment des awards, c'est qu'il y a eu tellement de matchs accrochés avec des victoires poussives, etc., que vraiment des joueurs qui ont brillé individuellement, il n'a pas tant que ça. Donc Yo l'a dit, effectivement, Mahomes, c'est pas une grosse saison, Kelce fait pas une grosse saison, etc. Et il y en a plusieurs des comme ça. Donc après, on peut voir aussi ça du fait que c'est vraiment un collectif et que tu avais une semaine un mec qui brillait, après c'était l'autre, etc. Mais pour résumer, saison incroyable d'un point de vue statistique, mais effectivement, bon, spectacle moyen, on ne s'est pas régalé et bon, on est quand même tombé à 2 doigts du free pitch qui n'avait jamais été fait. Ouais, en effet. Et toi, Edwin, ton avis, tu rejoins à peu près les autres, un avis plus tranché, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense que je suis peut-être un peu plus tranché. Je pense c'est interdit de dire que c'est une saison ratée quand tu vas au Super Bowl. En fait, on se rend pas compte de la difficulté de cette ligue. On peut pas dire que c'est une saison ratée. Est-ce qu'on repart de là avec des regrets? Bien sûr, parce que comme vous avez dit, on a des attentes. Quand on est fan des Chiefs, on n'a pas les mêmes attentes que quand on est fan de. Bon, je vais pas me faire d'ennemis. Je vais pas dire d'autres franchises, mais vous avez compris. Mais par exemple, moi qui discute un petit peu avec des fans de la Bills, des gars de la Bills Mafia, eux, je peux vous dire que c'est une saison ratée. Alors, ok, Josh Allen a le MVP, ils essayent de se consoler comme ça, mais eux, ça fait plusieurs années où ils se disent, c'est ou bien on va au Super Bowl, ou bien c'est raté, notre fenêtre se ferme, et tout ça. Les gars, nous, des Super Bowls, c'est devenu normal, quoi. Et c'est pas normal que ce soit normal de gagner un Super Bowl. Donc d'y aller, non, c'est pas une saison ratée. Est-ce que est-ce que je suis déçu? Pas par les résultats, bien sûr. Moi, enfin, bien sûr. Moi, voilà, on va au Super Bowl, comme je vous l'ai dit. On aurait aimé le gagner, mais il y a pas photo. On va pas revenir là-dessus. Par le contenu, en fait, c'est toujours le côté romantique que nous, fans de sport, on peut avoir. Enfin,
Est-ce qu'on s'intéresse plus au contenu? Est-ce qu'on s'intéresse plus aux résultats? Je sais pas. Est-ce qu'on préfère des défaites encourageantes où on joue bien? Ou est-ce qu'on préfère des victoires un peu dégueulasses? Ça dépend de quel côté ça tombe. Moi, finalement, pour avoir vécu un peu les deux dans des sports différents, moi, je peux vous dire que de gagner moche, c'est quand même plus, on dort mieux quand même. Donc, à l'arrivée, moi, il y a des trucs que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir plus de beaux jeux. Je trouve qu'on restera un petit peu Mahomes. Je trouve que voilà, on pourrait vraiment être une des équipes les plus jolies à voir jouer. Et à l'arrivée, si on demande un petit peu aux fans des autres équipes, on se rend compte que bah non, on est une équipe qui est pas très agréable à regarder jouer quand t'es pas impliqué émotionnellement. Donc c'est là que j'ai des déceptions. Saison ratée, non, c'est une saison réussie. On est allé au Super Bowl, les gars. Réjouissons-nous, quoi. Ouais, bah, après, moi, je rejoins un peu tous. Hein, enfin, je pense qu'on se rejoint tous d'ailleurs dans ce que tout le monde a dit. Après, moi, c'est vraiment ce côté d'avoir été si proche, mais d'un autre côté, très loin du triplé. Voilà, c'est vraiment sur toute la saison, on voit qu'on gagne à l'arraché, un peu sale, comme on a dit, mais à chaque fois, ça passait. Tu passes la saison comme ça, tu finis à 15-2. En playoff, on s'en sort pas trop mal, que ce soit les Texans ou les Bills après, voilà, où voilà, on s'est dit le soir de la finale de conférence quand on la remporte, triplé, on y va, quoi. Il y avait rien qui pouvait nous dire qu'on allait prendre une volée terrible au Super Bowl. Donc voilà, pour moi aussi, pour moi c'est quand même une. Est-ce que le triplé, du coup, n'a pas été dans toutes les têtes depuis le départ, dans le sens où, que ce soit dans les fans des Chiefs ou même dans les joueurs, autre chose que le triplé serait un échec. Donc voilà, ça a pu jouer. Je pense qu'aussi il y avait toute la pression médiatique dessus, même si on sait que, voilà, que c'est des joueurs professionnels, nana. On sait que ça peut rentrer aussi dans les têtes. Donc moi, je vous rejoins beaucoup dans le sens où, oui, quand tu vas au Super Bowl, ça peut pas être une saison ratée. Après, c'est du regret et de la frustration. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus? On a été complet? On continue? On va donc passer aux remises des trophées, si on peut dire. On va commencer par le joueur défensif de l'année. Johan, ton trophée, tu le décernes à qui? Je le décerne à Sneed, notre safety. Voilà, pourquoi non, on ne dit pas pourquoi tout de suite, je crois. Si, c'est ça. Pas Sneed, qu'est-ce que je dis? Oui. Ça fait bugger tout le monde. Il était safety à la fac. Hein. C'est nous qui l'avons converti en cornerback. Justin Reed, pardon. Justin Reed, excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Justin Reed pour Yo. Emilien. Moi, c'est Tershawn Wharton, défensive. Ok. Cool. Elvin, pourquoi? Chris Jones. Et moi, c'est pour Trent McDuffie, notre cornerback, sa 3e saison. Alors Yo, pourquoi tu as choisi Justin Reed du coup comme vainqueur pour toi du trophée du défenseur de l'année? Parce que pour moi, c'est le joueur ultime, le plus intelligent pour moi sur le terrain, qui arrive à annihiler une action en un jeu. Il reconnaît les jeux, il a une intelligence, un QI foot que beaucoup n'ont pas. Et moi, franchement, ce joueur va me manquer. On parle pas de la free agency, mais voilà, ce joueur va me manquer s'il est plus là l'année prochaine, parce que franchement, il arrivait vraiment en un jeu, il pouvait te faire tout annuler, une attaque en face, et franchement, il avait une intelligence pour reconnaître les jeux. On l'a vu en finale de conf contre les Bills à un moment donné. C'est chirurgical. Et franchement, il est moi franchement, ce joueur. Alors, je me rappelle quand il a signé à Kansas City, Emilia, on était plutôt satisfaits. C'est tout au début qu'on lançait le podcast en plus. Et avec Emilia, on était super contents. Il venait des Texans et tout. Et moi, j'aimais bien le joueur aussi. J'avais hâte de le voir avec Spaniolo et tout. Et franchement, ce joueur, moi, il mérite vraiment. Et il mérite peut-être d'avoir un gros contrat aussi derrière. Parce que franchement, c'est vraiment le joueur que. En fait, c'est le joueur que toutes les équipes ont envie d'avoir, parce que le mec, il est toujours là au bon moment. Il se rate très peu. Et moi, il a fait les plays.
défensif qu'il fallait cette année pour nous faire gagner les matchs. Et merci à lui, quoi. Ok, très bien. Moi, j'aurais pu le choisir aussi. Je suis plutôt adepte des joueurs qui jouent au fond de la défense. Emilien, pour toi, c'était Wharton, hein, c'est ça que tu nous as dit? Ouais. Non, Reed, pour revenir sur Reed, effectivement, super joueur. Je pense malheureusement qu'il va partir, mais vraiment, je l'adore aussi. Ouais, j'ai mis Wharton parce que joueur complètement sous les radars, hein, complètement inconnu, undrafted, qui vient d'une toute petite université du Missouri et qui cette année est quand même le deuxième saqueur de notre équipe avec 6,5 sacs derrière Karlaftis à 8. Dans une équipe qui a eu du mal à mettre la pression sur le quarterback cette saison, je trouve que la performance est quand même assez exceptionnelle. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais c'est parce que Chris Jones ouvre les brèches, etc. Machin, il y a du monde autour. Peut-être. Mais un mec qu'on paye moins de 3 millions et qui produit 6,5 sacs par saison, c'est quand même assez exceptionnel. Donc moi, je voulais vraiment lui rendre hommage parce qu'effectivement, c'est pas du tout une star. Malheureusement, un peu comme Reed, je pense pas qu'on va réussir à le conserver parce que je pense qu'il va vraiment y avoir un marché pour lui. Il est aussi free agent. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle. On parle souvent des drafts, etc. On parle pas souvent des mecs qui sont draftés comme ça. Lui, au final, alors ça fait un moment qu'il est là, donc c'est vrai que c'est pas comme s'il avait explosé. On l'avait drafté, il est explosé. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Mais bon, ça reste quand même un mec qui nous a rien coûté, hein, drafté, et qui finit par faire une très jolie saison. Donc, si jamais il ne doit pas revenir, merci pour tout. Et voilà, pour moi, c'était le MVP de la défense. Ok, très bien, très bon résumé. Elvin, Chris Jones pour toi. Ouais, bah alors déjà j'adore les choix qui ont été faits, hein. Franchement, je peux pas être plus d'accord avec vous. Wharton, je le mets dans mes priorités de gars à signer. Heureusement, j'ai l'impression que le marché des defensive tackles est en train de s'agrandir. C'est une bonne cuvée defensive tackle à la draft, donc on a peut-être une chance de le garder. Il continue de passer sous les radars, mais cette saison, j'avoue qu'il a encore progressé, il a encore presque explosé, j'ai envie de dire. Donc je suis d'accord avec vous et Justin Reed, ouais, le playmaker, quoi. Big play après big play. Enfin, je suis d'accord avec vous. Moi, pourquoi j'ai choisi Chris Jones? Un petit peu en réaction peut-être à ce dont on va parler, je pense, un peu plus tard. Mais parce que on se souvient de Chris Jones qui jouait pour un contrat enfin l'année dernière, ouais, c'est ça. Et l'année d'avant finalement aussi. Et du coup, qui chassait un petit peu les sacs, en fait, parce que c'est ça qu'on retient pour un pass rusher, un petit peu moins pour un D-tackle, mais c'est quand même ça qu'on retient à l'arrivée. Quand il y a des bonus à aller chercher, c'est le nombre de sacs, etc. Et en fait, on oublie l'importance qu'il a dans notre pass rush. Notre pass rush, c'est lui, en fait. Enfin, je veux dire, on est tous satisfaits de l'évolution de Karlaftis, de la réussite de Karlaftis dès sa première année, mais en fait, on se rend pas compte que l'impact que Chris Jones a sur un match, sur une ligne offensive, sur un plan de jeu offensif en face, on s'en rend pas compte. Et c'est quand je commence un petit peu à aller voir sur les comptes des autres équipes, des autres franchises, de regarder un petit peu ce que pensent les autres équipes de Chris Jones, que je me dis, je vais peut-être m'intéresser un petit peu à son jeu. Et là, on regarde, et en fait, alors déjà, c'est le joueur le plus double teamé de la ligue. Okay, on parle de Jalen Carter, le D-tackle des Eagles, qui est un gros morceau aussi, mais Chris Jones est encore plus double teamé que lui. Et malgré tout, alors ok, le gars, il n'a pas une ligne de sac incroyable, ça peut lui arriver de sortir de sa ligne, de son couloir de pass rush et du coup d'ouvrir la brèche pour que le quarterback puisse s'échapper. On a vu ça sur quelques matchs. Mais finalement, malgré tout, je trouve qu'il a... en fait, voilà, la stat pour moi qui importe plus que les sacs, c'est la pression. Et c'est le joueur... alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais plus s'il est premier ou deuxième. Je voulais vérifier ça, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Je ne sais plus s'il est premier ou deuxième en pression générée sur le quarterback. Alors, ok, on peut dire, ouais, mais il finit pas le boulot. Ouais, mais un quarterback sous pression, à moins d'être un des top 3 quarterbacks de la ligue, c'est un quarterback qui va sûrement pas avoir la bonne lecture. Et s'il réussit son play, c'est que ça a merdé derrière. Donc, pour moi, les pressions, c'est ça qui compte. Et c'est, je crois, le leader ou deuxième ou premier ex-aequo, je sais plus, en pression générée, malgré le fait qu'il soit double teamé. Donc, en fait, je crois qu'on oublie
Et moi, le premier, j'étais un peu réticent de dire, ouais, un si gros contrat pour un mec qui est du mauvais côté de 30 ans, est-ce que on ne s'est pas un peu avancé? Bah non, en fait, c'est le cœur de notre pass rush. Et sans lui, je peux vous dire que nos DBs, à mon avis, ils auraient mangé cher parce que bah, les quarterbacks d'en face nous auraient découpé, quoi. Donc, gardez à l'esprit que les équipes qui nous jouent, elles ont toujours un plan anti-Chris Jones quand elles nous jouent. Et bah ça, c'est signe d'un très très grand défenseur, quoi. Donc voilà, moi je voulais quand même lui donner ses lauriers, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ok, pour Chris Jones. Bon, après, je pense que là, tous les choix en tout cas pour vous trois, les choix, ça aurait pu être des personnes que j'aurais prises aussi. Moi, j'avais choisi Trent McDuffie. Trent McDuffie, c'est sa 3e saison depuis sa draft et 3e apparition au Super Bowl. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes draftées comme ça qui font 3 saisons, 3 Super Bowls à la suite. On a enfin vu ses premières interceptions. Il nous en fait deux cette année. Donc, on voit qu'il continue, je dirais, est-ce qu'on peut dire qu'il continue d'apprendre? Je ne sais pas, mais il continue d'augmenter sa vision du jeu, même si pour moi il a été pendant longtemps quand même très dépendant du pass rush qui était quand même plutôt moyen une bonne partie de la saison, qui du coup l'obligeait à être vraiment meilleur sur sa couverture, et aussi avec la blessure de son homologue de l'autre côté, Jalen Watson, du coup il n'a pas forcément pu jouer là où il excelle d'habitude. Pour moi, ça reste peut-être l'un des 3 meilleurs cornerbacks de la ligue. Je pense il n'y a pas de honte ou c'est pas galvaudé de le dire aussi. Il autorise 51 réceptions cette année. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Trent McDuffie pour mon trophée du défenseur de l'année. C'est bon pour vous sur la défense, sur les trophées? C'est good? Ouais, c'est bien. Et McDuffie a noté que super joueur, mais qui n'a jamais été voté pour aller au Pro Bowl, et il va perdre beaucoup d'argent si jamais on devait activer son option de premier tour. Ouais, ça fait partie des multiples facettes des différents contrats, des apparitions, etc. Ça faut être un véritable juriste pour comprendre tout ce côté-là de la ligue. Passons du coup de l'autre côté du ballon, même si on a pu dire que cette année c'était plutôt vraiment un collectif plutôt que des joueurs qui ont brillé. Au niveau du joueur offensif de l'année, on va commencer du coup par Emilien. Emilien, qui as-tu choisi? En joueur offensif, j'ai choisi Kareem Hunt. Bon, c'est pas une. On va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit dans le podcast. Humainement, ça me fait toujours un peu de mal de parler en bien de lui parce que c'est qu'un mec qui a été viré de l'équipe parce qu'il a quand même tapé une femme il y a quelques années, etc. Il a menti en plus là-dessus. Bref, on va pas revenir sur l'extra sportif. On va oublier l'homme, on va se concentrer sur l'artiste, comme ils disent tout le temps. Non, j'ai trouvé qu'il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense qu'il a un peu. Peut-être pas sauvé la saison, mais on était à un moment où Pacheco se blesse, on n'avait pas trop de solutions au poste de running back. Il est arrivé, il a été vraiment excellent. Je ne pensais pas qu'il avait encore autant de jus à son âge-là. Et surtout, j'ai trouvé qu'il avait résolu un problème qu'on a eu beaucoup ces dernières saisons, qui sont sur les 3e, 4e et short, où on a toujours un mal incroyable depuis que pauvre Patrick a laissé une rotule dans un QB sneak en 2019. Un soir de 2019, un jeudi soir à Denver. Et du coup, on cherchait, on a eu des QB sneak, on a eu des tight end sneak. Bref, le nombre de fois, et encore cette saison, ça allait un peu mieux, mais l'an dernier, ça allait un peu mieux. Il y a 2 ans, c'était ridicule à quel point on galérait. Et lui, pour le coup, c'est pas un mec qui va te faire des runs de 40 yards. C'est pas Barclay. Par contre, il a une puissance sur les espaces très courts qui font qu'il nous a énormément aidé là-dessus. Et ça a vraiment énormément contribué à bouger les chaînes, forcément. Et il a été effectivement très, très bon. Et il a relégué, même quand Pacheco est revenu, qui en plus n'était pas à 100%, il l'a vraiment relégué au rang de 2e running back. Après, je pense qu'on l'a tellement utilisé, le pauvre, qu'il était cramé de chez cramé en fin de saison. Je pense vraiment que là, lui, il doit dormir depuis le Super Bowl, Bichette.
Mais voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a apporté à l'équipe. Surtout, si on regarde le retour sur investissement, c'est que du bonus pour nous. Donc, à voir s'il revient l'an prochain. Mais honnêtement, dans une RB room qui est complètement vide à l'instant où on se parle, moi, je ne serais pas contre un retour pour un. C'est vrai que ça fait partie des rares ajouts de la saison qui ont montré vraiment satisfaction dans ce pourquoi les différentes personnes ont été cherchées. Johan, toi, c'est qui ton joueur offensif de l'année? Ça sera Creedon Frey. Voilà. Tout simplement parce que je l'adore et que voilà, pour moi c'est lui qui est la pièce essentielle au démarrage du ballon. C'est lui qui voit les jeux, c'est lui qui parle à Mahomes, c'est lui qui explique tout, c'est lui qui tient la O-line, c'est lui qui décide beaucoup de choses. C'est lui qui va rouler sur le défenseur pour pouvoir continuer à la course et qui va le traîner jusqu'au fond jusqu'au fond de la end zone quand il faut. Voilà, moi j'ai mis Creedon Frey parce que pour l'ensemble de sa saison, c'est le poste que je regarde peut-être le plus en NFL. Et bon, vous savez mon amour pour lui. De toute façon, je vais pas leur dire, je le répète chaque fois. Mais voilà, ouais, moi je mets Creedon Frey parce que sans lui, on l'a vu au Super Bowl, sans lui, on aura encore pris encore plus de pression. Et sans lui toute la saison, on a encore pris plus de pression. Et je vais vite fait aller sur sa fiche de stats rapidement si je le trouve rapidos. Il faut que j'aille vite fait. Mais je crois que Creedon Frey est le joueur qui est quasiment le moins blessé de l'effectif parce qu'il est toujours présent. Et il est quasiment jamais absent. Donc voilà, Creedon Frey, voilà, c'est peut-être clair, c'est peut-être beaucoup ne seront pas d'accord, mais moi voilà, je valide mon choix et j'adore mon choix, voilà. Point barre. Je pense que, je parle pour moi, mais sans vouloir parler pour les autres, mais je pense que tu as entièrement raison dans ce que tu nous présentes. On sait que c'est une pièce maîtresse, voilà, c'est de lui que tout part, donc faut avoir une personne quand même digne de confiance. Elvin, toi, ton joueur offensif de l'année? Pas surprise, hein, c'est Xavier Worthy, notre rookie wide receiver du premier tour avec un petit trade-up. Parce qu'il a été mis dans le bain, le pauvre, il a été mis dans le bain dès le début. Hein, je pense qu'il ne s'attendait pas à une année comme ça. Ça fait 2 années coup sur coup qu'on voit un rookie wide receiver avoir une place importante dans le système d'Andy Reid, ce qui n'était jamais arrivé avant. C'est quelque chose qui est connu. Les receveurs rookies ne sont pas utilisés, ne percent pas la première année avec Andy Reid. Dans les autres équipes, on leur donne des tracés un peu plus simples, on leur donne moins de responsabilités et tout ça. Andy Reid, c'est pas ça. Andy Reid, c'est l'amour vache un peu, quoi. Il vous donne le playbook et puis tu l'apprends. Et si tu le connais pas, tu retournes en salle d'études et tu reviendras quand tu seras prêt. Et là, ça fait 2 années coup sur coup l'année dernière parce qu'on était un peu obligé, parce que ça patinait. Du coup, on a simplifié un petit peu, on a vu ce que ça marchait avec Rashee Rice. Et cette année, parce qu'on a été un peu obligé, parce que Rashee Rice s'est blessé, et du coup, on était obligé de voir ce que Worthy avait dans le ventre, quoi. Après, en fait, c'est marrant parce que ce qu'on reproche à Worthy, finalement, c'est des erreurs de rookie. On est un peu gourmand, quoi. Il fait un catch de 50 yards et il laisse qu'un seul pied dans le terrain. Bon, en college football, c'est valide, mais pas dans la ligue. Et on se dit, bon, voilà, c'est un rookie, il l'a fait, c'est un peu dommage. À un moment donné, il a je sais plus, 30 yards de yards sur catch. Et il a mis un pied dès le début de sa course. C'est quand même dommage, tu recules de 30 yards. C'est des erreurs de rookie. Et malgré tout ça, en plus des passes qu'il a reçues, parce qu'on a dit au début de l'émission, Mahomes, c'est pas sa meilleure année, etc. Des passes qu'il a reçues qui n'étaient pas super bien placées, mais qui doit quand même catcher. Mais ça, malgré tout ça, il finit avec plus de 700 yards, presque 750 yards au total. Il finit, je crois, avec, si on additionne tous ses touchdowns, on a 9 touchdowns. Je parle juste de la saison régulière. Et puis alors, pour moi, sa performance dans le Super Bowl,
pas que contre les backups, à confirmer ce que je pensais de lui, que ça va être un grand, qu'il est là pour rester, quoi. Et voilà, un jeune qui a encore 21 ans, il a toujours pas eu 22, je crois, et qui a cette place-là dans l'effectif d'une des attaques les plus importantes, qui a été sous pression quand même, en étant projeté receveur 1 à plus de 80% de snap offensif, avec un Travis Kelce qui est en régression. Bah, je trouve qu'il a plutôt assuré, et ça, je suis vraiment excité de voir ce que ça va donner pour de les voir un peu plus ensemble, Rashee Rice et lui, quoi. Et parce que je pense que c'est une très bonne complémentarité. Et si en plus on pouvait rajouter quelqu'un pour faire un peu la liaison après, pour laisser Travis tranquillement partir au soleil couchant dans sa décapotable, ça m'irait bien, quoi. Donc voilà, gros respect pour Worthy et ce qu'il a fait dès la première année. Je pense que c'est que le début. Ok, très bien. Donc, moi, pour vous avouer, j'avais choisi la même personne. Donc, voilà, je vais pas revenir sur ce que tu as dit. Voilà, j'aurais juste rajouté que c'était quand même des rookies sur lesquels il y avait beaucoup d'attentes, dans le sens où, par rapport à son record qu'il avait fait au Combine, voilà, ça était vraiment attendu là-dessus. On l'attendait aussi. Est-ce que physiquement il va tenir le coup, parce que c'est quand même pas le plus costaud au niveau de sa carrure. Il est quand même plutôt fin. Il a plutôt bien encaissé les coups. Sur l'ensemble de la saison, avec la saison régulière plus la post-season, il est à 12 touchdowns. Je crois que c'est le plus haut nombre de touchdowns pour un rookie sur la saison. Donc voilà, beaucoup d'attentes. Il a été très vite projeté, parce qu'il y a quand même la blessure d'Hollywood Brown juste en pré-saison. Donc, il a fallu changer un peu peut-être les assignations, les numéros 1, les numéros 2. Je crois que c'est la week 4 où Rashee Rice se blesse. Donc voilà, au bout de c'est week 5. En gros, Xavier, c'est toi le receveur numéro 1. Donc, vas-y, pas débrouille-toi, mais c'est un peu ça. Voilà, montre-nous ce que tu es capable de faire. Donc, après, au cours de la saison, il est monté en puissance, un peu comme l'avait fait Rashee Rice. Si on met leurs 2 premières saisons en superposition, c'est à peu près mi-saison, voilà, que vraiment le nombre de yards commence à augmenter. Et puis, comme tu disais, Elvin, hâte d'avoir un autre receveur peut-être plus expérimenté avec Rice, plus ce receveur expérimenté qui, j'espère, viendra, puisse vraiment avoir 3 armes vraiment sérieuses en termes de receveur pour Patrick Mahomes. Vas-y. Ouais, juste pour appuyer, là, j'ai chopé la stat de Creedon Frey, donc c'est 3 saisons depuis 2021, il est là. 17 matchs joués, donc il joue pas les 3 saisons, il joue pas le dernier match de saison régulière, car parce que Kansas City est déjà qualifié pour les playoffs. Et ensuite, c'est l'un des joueurs qui a joué le plus de snaps avec nos 2 guards, qui ont joué le plus de snaps en NFL cette saison. Voilà, juste pour le dire. Donc une longévité, aucune blessure, c'est sa force aussi, quoi. Voilà. Juste pour appuyer là-dessus. Ouais. Et juste pour la précision, au niveau de l'attaque. Juste sur Creed Humphrey, juste un truc aussi. L'an dernier, il avait eu des problèmes de snap dans les chaussettes qui étaient un peu pénibles. Et cette saison, il a vraiment corrigé. Il a été parfait sur ce côté-là. Parce que... Il a même changé sa technique. Je ne sais pas si vous avez vu. Il aurait eu 3 doigts comme ça. Il a changé sa technique et rien à dire. Un peu à la Jason Kelce, quoi. Comme par hasard. mais c'est vrai que je l'aurais jamais mis offensif, pour moi, meilleur offensif, parce que s'il avait mis les snaps dans les chaussettes comme des millions la saison dernière, je l'aurais pas mis, parce qu'il y a 2-3 matchs, ça va que c'est Mahomes qui est derrière, hein. Sinon ça aurait été compliqué. Voilà. Eh ben super, je pense que si tout le monde est OK, on passe à la suite. On va décerner notre MVP de la saison. Elvin. Attends, on fait le MVP avant le rookie? Ou comme tu veux. Non, mais je te laisse faire, il n'y a pas de problème. Eh ben, on va faire le rookie, comme ça on fait le MVP après. Ah, d'accord. Ah, merci. Alors, le rookie de l'année, Elvin, pour toi.
Ouais, bah moi j'ai mis Jaden Hicks, notre safety, qui maintenant est arrivé numéro 2, je pense. Du coup, peut-être numéro 1, puisque à partir de lundi, Justin Reed ne fait plus partie de l'effectif. Donc, numéro 2 parce qu'il est passé devant Brian Cook, notre safety. Pour moi, c'est le style de notre draft qu'on arrive à avoir au 4e tour, je crois, si je me trompe pas. J'aimais bien le joueur sorti de l'université, mais safety, c'est quand même pas c'est un poste assez exposé. C'est-à-dire que si tu te trouves, ça se voit en fait quoi. Donc c'est ça, ouais. Donc lui, il a plutôt un profil à jouer strong safety, c'est-à-dire un mec qui va être là aussi pour arrêter la course, pas forcément ton tout dernier rempart. Et en fait, on a vu qu'il pouvait faire les deux. C'est-à-dire, il a un physique pour jouer strong safety. Il pourrait presque même jouer une sorte de box linebacker nickel, un peu à la Dan Sorensen, mais en bien meilleur. Parce qu'en fait, il est hyper propre sur ses plaquages. Enfin, il rate pas de plaquage en fait. Quoi. Il a vraiment une super technique. Il a une physicalité que j'adore. Et puis sur les qualités qu'on demande à un safety, il les a en fait. Quoi. Il en a pas une et pas l'autre. C'est qu'il a une bonne lecture des courses adverses. Ce que Justin Reed, par exemple, a vraiment montré cette année, je trouve. Et je sais pas combien de tackle for loss Justin Reed nous fait cette année. Mais pour moi, Jaden Hicks a aussi cette qualité-là, c'est-à-dire qu'il arrive à voir où vont partir les screens ou des passes un peu dans le flat, comme ça, il arrive à les voir et du coup à faire vraiment des big plays. Donc je pense que dans le futur, ça pourrait vraiment être non seulement un starter, mais un mec qui peut vraiment crever l'écran et faire des big plays. Et puis en plus de ça, il n'est pas limité athlétiquement. S'il doit suivre des flèches qui partent en menace profonde comme ça, il est capable de les suivre. Voilà, maintenant c'est un rookie. On sait que le poste de safety, c'est beaucoup de la communication aussi. À quel moment savoir à quel moment est-ce que tu lâches ton joueur, à quel moment tu continues de le suivre, etc. Il n'a pas joué énormément au début de la saison, mais son utilisation est montée en flèche pour en fin de saison dépasser Brian Cook, qui semblait pourtant assez installé. Pour moi, si on ne garde pas Justin Reed, même si on va signer un vétéran peut-être un peu moins cher, forcément, et un peu moins top of the market, on va dire, enfin dans les top joueurs, c'est aussi grâce à cette révélation Jaden Hicks, quoi. Je pense qu'on s'attendait pas vraiment à ça, mais je pense que c'est typiquement le joueur que Spags adore parce que il lui offre tellement de possibilités, quoi. C'est un prototype où tu te dis, il a la vitesse, il a la physicalité. Et il a l'attitude qui va avec, qu'on aime bien dans un safety. Ça nous rappelle Terry Mathieu. Moi, j'aime bien ces gars-là. J'avais rien contre Justin Reed là-dessus. Champion d'échecs, il sort de Stanford, c'est super. Mais moi, j'aime bien. Je trouve qu'on manquait un peu de grande gueule, un petit peu. Et un DB qui parle, qui ouvre sa gueule, moi, j'aime bien ça. Donc voilà, il apporte ça en plus de ses qualités. Donc pour moi, c'est la vraie révélation. Parce que j'avais déjà mis Worthy et puis parce que c'est un premier tour, donc plus d'attente. Voilà. Et moi, je vais t'en rejoindre tout de suite parce que j'avais mis Jaden Hicks aussi en rookie de l'année. Donc, rien à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Donc, c'était bien un 4e tour, 133e choix de Washington State. Il a 3 interceptions cette saison. Donc, ce qui montre vraiment qu'il a quand même une certaine qualité de lecture de jeu. Moi aussi, c'est depuis la draft dernière, c'est vraiment un joueur que j'avais vraiment coché, que je voulais vraiment suivre cette saison parce que voilà, comme tu dis, il a un physique, il a une gueule. Tu sens que ça peut être vraiment un leader derrière. Et on savait aussi que Justin Reed finirait pas sa carrière chez les Chiefs aussi. Donc, je pense que c'est vraiment un choix de draft qui était vraiment prévu, c'est un joueur qui était vraiment ciblé, au moins peut-être pas le joueur en tant que tel, mais vraiment le style de joueur qui était vraiment ciblé pour pouvoir espérer intégrer l'équipe des starters. Et je pense qu'il peut intégrer l'équipe de starters éventuellement la saison prochaine. Emilien, pour toi, ton rookie de l'année? Moi, j'avais mis Worthy. Voilà, bon, je pense que vous avez déjà tout bien dit sur lui. Il a fait une saison incroyable. Moi, je n'étais pas forcément un immense fan
Au départ, j'étais un peu dubitatif qu'on monte à la draft pour aller le chercher, mais écoute, encore une fois, Brett m'a prouvé que si c'était lui qui était GM et pas moi, il y avait une bonne raison. Il a fait un début de saison un peu à la Rice, c'est un premier match, boom boom, touchdown, etc. Et on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être juste un feu de paille. Et puis en fait, il a eu un peu de mal les 2-3 matchs après. Et puis après, il s'est vraiment imposé comme le receveur numéro 1. Et franchement, Rice dans le slot, Worthy en un peu gadget player, mais aussi speedster, etc. dans la profondeur, plus un ou deux vétérans dans un marché qui en compte moult cette année. Franchement, je trouve que c'est assez excitant sur le papier. Donc, non, super pick. Et merci les Bills, encore une fois, de nous laisser faire ce qu'on veut à la draft. C'est très sympa. C'est vrai que les trades avec les Bills sont toujours des réussites sur les dernières années. Donc, après, ils ne l'auraient pas pris. Donc, Non, oui, ils ont bien fait de prendre. Et ils ont pris Keon Coleman et ils essayent de se convaincre que c'était un meilleur pick. Mais bon, on verra. Et toi, Yo, ton rookie de l'année? Moi, j'ai mis le même que toi. Puis au départ, je voulais mettre Kingsley sur Mataya, mais il n'a pas été bon, donc je vais pas le mettre. J'ai mis par défaut, hein, j'ai mis X parce qu'il y a que lui qui a été, il y a que lui qui a, pour moi, qui a été bon, on va dire, par moment. Alors après, je suis pas toujours d'accord avec tout ce que vous dites par rapport à lui. Il est encore très loin du niveau de Justin Reed. Il est encore très loin du niveau de Tyrann Matthews. Il est, voilà, ça reste un bon joueur. Moi, j'aime pas son côté restez pas focus. Tu peux, surtout quand tu viens d'arriver dans la ligue. Moi, mettre ta pancake puis célébrer, replace-toi et tais-toi. Voilà, donc c'est des trucs que je n'aime pas chez lui. Mais par contre, on peut pas nier que ça reste un bon joueur. Et voilà, je l'ai mis rookie, donc je vais pas non plus l'enfoncer, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Moi aussi, j'avais des attentes sur lui, donc j'ai aimé son pic. Voilà, mais je pense que voilà, il faut qu'il se canalise par moment, parce que tu es en NFL et c'est bien beau de vouloir mettre un pancake à ton receveur en face ou n'importe quel joueur qui arrive en face, l'action d'après, tu peux te faire brûler parce que tu es en NFL et que les joueurs, voilà, que tu célèbres l'action de fin de match, c'est toi qui fais basculer le match, pourquoi pas, aller encore à la rigueur. Mais là, quand voilà, mets ta pancake et célébrer alors que le match, il reste encore du temps, calme-toi, reste focus et joue intelligemment. Moi, c'est ce que j'aime chez les joueurs. Je dis pas qu'il faut pas chambrer, hein, parce que j'étais un grand chambreur, même moi sur le terrain. Je dis pas qu'il faut pas chambrer, mais rester quand même du chambrage mesuré, quoi. Là, tu célèbres et tout, à un moment donné. Bref. Peut-être que voilà, c'était calculé de chambrer Pickens. Tu vois, de tous les joueurs, il choisit de chambrer Pickens. Est-ce que c'est pas calculé? Ouais, chambrer. Non, mais chambrer Pickens, tu sais que le mec, il est capable de dégoupiller à n'importe quel moment, donc il n'y a aucun intérêt, en fait. Il n'y a aucun intérêt. Mais non, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est pas ce qu'il avait dit avant non plus. Donc non, ben voilà. Moi, c'est mon point de vue perso. Je reste focus, Et le truc, c'est qu'en fait, tu as besoin de ton énergie. Tu as besoin de toute ton énergie quand tu joues à NFL. Et par moment, rien que ça peut te faire rater l'action d'après parce que t'es de l'adrénaline en plus et t'es plus lucide, quoi. Et ça arrive à n'importe qui. Donc, voilà. Par exemple, le safety des Bears qui célèbre le long de la sideline et puis qui prend une N-Marie parce qu'il célèbre sur la sideline au lieu de se concentrer sur son jeu. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, X n'a pas fait ça, hein, bien évidemment. Mais voilà, je préfère des joueurs focus jusqu'au bout. Voilà, c'est mon point de vue perso. Mais voilà, ça n'enlève pas que c'est mon rookie et qu'il a fait une très très belle première saison à Kansas City et que voilà, c'est un joueur d'avenir et qui doit progresser encore. Mais voilà, c'est plutôt, vu la draft, c'est plutôt un bon pick à ce moment-là. Voilà. Ça reste un diamant à polir, on va dire ça. Exact. Ouais, voilà. Il est déjà bien entamé, mais il y a encore à faire, quoi. Il y a encore à faire. Mais ça reste un joueur
hyper intéressant et hyper dans les mains de Spagnuolo. C'est ça. Voilà, il peut nous faire des actions à la Justin Reed justement, mais il va falloir quand même se canaliser et rester focus. Voilà. Le message est passé. Je pense qu'il écoutera. Il écoutera avec sa bière au bord de la plage à Cancun. Très bien pour les rookies. J'ai oublié personne. Non, c'est bon. Non. Et parfait. Yo, on va rester avec toi pour le MVP de l'année. Moi, le MVP, la preuve que je suis pas borné, la preuve que je suis pas buté, la preuve que je sais admettre, que tant mieux pour nous, tant mieux pour tout, tant mieux pour lui. Et voilà, on peut pas le nier. Xavier Worthy est pour moi mon MVP de la saison parce que c'est vraiment lui. Alors on l'a utilisé différemment. Je pense que dans toutes les équipes ça ne fonctionnerait pas. Ça reste que c'est notre coach Andy Reid et notre coach offensif qui fait que c'est lui qui a créé la différence par rapport à ça, et on l'a utilisé au bon moment. On l'a utilisé par de petits jeux comme disait Emilian tout à l'heure, de Jeb Sweet, de jeux renversés et tout ça. Et il a montré son talent, il a montré qu'il était capable de catcher quelques ballons 50-50, surtout sur la fin de saison, très important. Et voilà, moi je pensais pas qu'il était capable de le faire. Et s'il progresse là-dessus, voilà, mais il faudra quand même faire attention quand même à Xavier Worthy parce que ça reste quand même un joueur assez frêle. À la Devonta Smith, bien évidemment, pareil, hein, si on prend les Eagles, ça reste un joueur frêle aussi. Et voilà, moi j'ai pas envie qu'on le casse, quoi. J'ai pas envie qu'on le casse, j'ai envie qu'on prenne soin de lui et qu'on s'en serve, comme notre receveur élite, et qu'on reste intelligent avec lui. Pas non plus, là cette année on n'a pas eu le choix, on a été obligé de le découvrir et de se faire découvrir par moment. La preuve, par moment il a pris quelques tampons, il est sorti quand même respirer 5 minutes sur la sideline parce qu'il avait pris des gros chocs, mais il revenait toujours. On voit que c'est un guerrier malgré tout, aussi parce qu'il lâche pas l'affaire. Et voilà, il faut l'admettre. Xavier Worthy pour moi est mon MVP, il le mérite totalement, et bravo pour sa saison, parce que je pense que sans lui, par moment, on n'aurait peut-être pas été au Super Bowl non plus, parce qu'il nous a débloqué de quelques situations par moment, avec des blocs, avec tout ça, hein, mais voilà, il a fait une super première saison à Kansas City, et je pense qu'il fait taire beaucoup de monde, même si c'est grâce à Andy Reid aussi qu'on le fait jouer comme ça, quoi. Voilà. Très bien. Emilien, ton MVP, tu le défends à qui? Moi, c'est un MVP en sorte, en guise de cœur, d'arbitrarium, je sais pas, je pense malheureusement que c'est un joueur qui va pas revenir, mais c'est Nick Bolton. Je sais pas si c'est vraiment le vrai MVP de cette saison, mais voilà, c'est un joueur que j'ai adoré voir évoluer chez nous pendant 4 saisons. Pour moi, c'est le Mahomes de la défense. C'est un mec qui est hyper intelligent, qui rate très rarement des plaquages, qui est excellent contre le run stop. Alors certes, il a un peu de mal dans la couverture, mais bon, après, des linebackers qui sont bons en couverture, c'est assez rare. C'est un joueur que j'adore. En plus, il est du coin, il est de Mizou. Voilà, c'est vraiment un mec qui va vraiment beaucoup nous manquer, et je ne vais pas trop ouvrir sur l'épisode de la semaine prochaine, mais moi, je suis très inquiet au poste de linebacker. On avait un corps de linebacker il y a 4 ans qui était incroyable avec Gay, Chenal, Tranquil et Bolton. Là, on se retrouve plus qu'avec Tranquil qui sort d'une saison moyenne et Chenal. Ça fait un peu peur. Honnêtement, j'espère. J'y crois encore. C'est un peu comme l'année où on a fini par laisser partir Tyrann Mathieu. J'ai cru jusqu'au bout qu'on allait le prolonger. Même après qu'on ait signé Justin Reid. Mais voilà, c'est vraiment il y a des mecs comme ça qu'on aime. En plus, ils ont le même numéro de maillot, le 32. Voilà, moi, Bolton, je le kiffe. Et s'il ne revient pas, je sais qu'il rendra une équipe très heureuse. Pour moi, il a fait une super saison. Il n'a pas, il a pas manqué un match par rapport à l'année où il était un peu en dessous, il avait été blessé, etc. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le vrai MVP de la saison, mais voilà, c'est plus une sorte de... Il a fait une super saison, et puis c'est un peu un hommage. Voilà. Non, et puis le problème, c'est que c'est lui qui est très très important aussi dans notre défense. C'est avec lui qu'on appelle les jeux. Donc ça reste encore en plus une pièce essentielle pour notre communication, et dont l'importance du QI foot. Comme tu dis, la couverture, c'est peut-être son défaut.
Mais tout le reste, Nick Bolton a prouvé à tout le monde qui était exceptionnel. Et moi, le premier aussi, je le regrette. Jean-Jean aussi, et bon, on en reparlera dans le prochain épisode, mais c'est vrai que c'est une pièce centrale du système de Spaniolo, de toute façon. Elvin, toi, ton MVP, tu le décernes à qui? Ouais, bah alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je suis un peu plus optimiste sur Nick Walton. Je me demande, je ne veux pas m'avancer, mais quand je vois les dernières signatures linebacker, je me dis qu'il y a peut-être une place pour le garder. Et justement, alors c'est un peu à contre-courant, mais j'étais tenté de le mettre dans mes flops, pas parce qu'il fait une mauvaise saison, mais juste parce que, comme il était dans son année de contrat, on s'attend à ce que il montre le meilleur de lui-même. Et je trouve qu'il a parfois été exposé, justement, ses faiblesses ont été exposées. Tant mieux. Du coup, ça a peut-être permis de limiter un petit peu le prix qu'il pourrait coûter si jamais on arrivait à le garder. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, pourquoi pas, il y a peut-être une place. Euh, non, bah, écoutez, les gars, je suis désolé, hein, quelle expression on a, remuer le couteau, du sel dans les plaies, tout ça. Mais moi, mon MVP, bah, c'est le MVP que les joueurs eux-mêmes des Chiefs ont élu. Un MVP, c'est le joueur le plus important de ton effectif, c'est celui qui a le plus de valeur, qui te permet d'avancer. Bah, pour moi, c'était Joe Thuney, quoi. Parce que le mec, c'est un robot. Le mec, c'est un robot. C'est probablement le meilleur garde en passe protection de la ligue. Le meilleur exemple pour ça, c'est le match contre les Bills. J'ai vu une séquence, plusieurs séquences mises bout à bout, où il est face à Ed Oliver, qui est pas le plus mauvais des rushers en defensive tackle. Ed Oliver tente toutes les techniques qu'il connaît. Tout. Il tente tout. Il essaye de le bull rush, ça marche pas. Les pieds de Joe Thuney sont toujours bien placés au bon endroit, le bon angle et tout ça. Donc, bull rush, ça marche pas en garde. Je parle de garde, bien sûr. Ça marche pas. Il tente de passer autour de lui. Ça marche pas non plus parce que Joe Thuney place super bien ses mains. Il met son premier coup de main. Enfin, c'est vraiment, il se bat comme un chien à chaque fois. Il utilise enfin voilà, je veux pas tout détailler, mais des techniques de nage et tout ça. Mais tu vois qu'en fait, il a une technique de dingue, quoi, Joe Thuney. Et il fait tout. T'as l'impression que tu te dis, ok, bon là, il a bien réussi la rep, mais en fait, t'as l'impression que c'est un robot. D'ailleurs, apparemment, c'est un peu son surnom dans l'équipe. T'as l'impression que c'est un robot, c'est-à-dire que le mec, il fonctionne comme une intelligence artificielle, quoi. Le rusher en face décide de faire ça. Ok, boum, j'adapte ma technique. C'est cette main-là qu'il faut mettre ici. C'est cette main. Et du coup, bah, il est tellement carré que voilà, en passe protection. Et puis bon, bah, on a vu la différence à la course aussi quand c'était lui en garde, il déplaçait les gens en face. Et je vois la tête de Yo qui se décompose au fur et à mesure que je décrive mon MVP. Je suis désolé, hein, mais voilà. Et puis MVP, bah, parce que c'est aussi un mec qui a accepté de jouer à un poste qui est plus important dans le sens où qui est mieux payé que left guard, c'est left tackle. Il a accepté de jouer, de s'exposer au plus haut, voilà, à l'audience la plus grande possible, sachant que c'était pas son poste, sachant que c'était pas le poste où il est All Pro. Et voilà, il a été au début moyen, après bon voilà, il a eu du mal, on connaît la fin. Mais juste pour ce côté, je dis rien, je fais mon boulot, je suis hyper rigoureux. Bah pour moi, c'était le joueur qui a eu le plus de valeur parce que c'est grâce à lui quand on a vu que on se faisait bouffer sur le côté gauche de la ligne, c'est grâce à lui, à mon avis, qu'on a gagné les quelques derniers matchs et bah, surtout les matchs de playoff qui nous amènent au Super Bowl. Après, je vais pas parler de la décision, on en parlera plus tard. Spoiler, c'était la bonne décision à prendre. Mais voilà, MVP de la saison. Voilà, bravo Joe, bravo Joseph pour tout ce que tu as fait. Tu mérites ta statue sur le GEHA Field à Arrowhead. Et ben, moi, Elvin, je te rejoins complètement parce qu'en fait, c'est celui que j'avais choisi. Donc, il est arrivé après le. Ah, on est raccord sur tout ce soir. Bah, c'est cool ça. Ouais. Il est arrivé, ouais, je rappelle, après le Super Bowl, la défaite au Super Bowl contre les Bucks. Il avait signé pour 5 ans et 80 millions, je crois. C'était un gros chèque qui lui avait été fait. Et à l'époque, tout le monde critiquait.
Ouais, il va partir au bout de 4 ans. Donc après, comme tu as dit, on en reparlera sur la décision qui a été prise dans le prochain épisode. Et moi, je l'ai vraiment mis en MVP dans le sens où, comme tu dis, c'est vraiment un bourreau de travail. Il a accepté ce qu'on lui a demandé. Et enfin, pour moi, je reste persuadé que s'il n'avait pas joué left tackle, on ne serait jamais allé au Super Bowl. Donc voilà, le Super Bowl, c'était vraiment le match de trop, si on peut dire, voilà, au niveau de la ligne. Mais quand il y a eu l'ajustement qui avait été fait en le faisant passer à gauche après la blessure d'Humphries qui avait fait un seul match, c'était contre les Browns, je crois, juste après les Browns, Tunney était repassé à gauche et Caliendo en guard. On avait tous plus ou moins tiqué en disant c'est aberrant, c'est une erreur de faire ça, mais au fait, au final, on n'avait pas eu trop le choix, c'était vraiment par la force des choses. Il a accepté, il l'a fait du mieux qu'il a pu, et voilà, on a été au Super Bowl, je pense, en grande partie grâce à lui. Et c'est pour ça voilà, que je dis ça vraiment le joueur le titre de Most Valuable, vraiment le joueur qui a vraiment apporté et qui a vraiment tiré l'équipe vers le haut au maximum de voilà des possibilités qu'elle avait cette année. Et si je peux rajouter juste, je trouve important qu'on parle de lui aussi parce que je déteste que la dernière image qu'on ait de lui avec les Chiefs, ça soit la déroute et le fait qu'il se soit fait bouffer tout le match contre les Eagles parce que putain, qu'est-ce qu'il a été fort pendant 4 ans, quoi. Donc, moi, je veux retenir ça. J'ai été le premier, quand on l'a signé, à dire wow, c'est beaucoup d'argent pour un garde, quand même. C'est une position qui est, à l'époque, hein, quand on l'a signé, il y a 4 ans, la position de garde n'avait pas la valeur qu'elle a maintenant. Maintenant, ça a pris un petit peu plus les derniers contrats et tout. Mais à l'époque, il était surpayé. Je me rappelle, tout le monde disait, il était free agent. C'est marrant. Les Patriots l'avaient laissé free agent. Et là, on apprend qu'ils étaient dans les discussions pour lui, pour le récupérer. Donc, c'est comme qu'il nous a fait un truc incroyable, quoi. Donc, voilà, ne gardons pas ça en tête. Joe Thuney, c'est une légende des Chiefs. Donc, ne gardons pas en tête son dernier match, le Super Bowl. Il a été excellent pendant toutes ces années, quoi. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a encore que des bons MVP qui ont été décernés par l'équipe. Maintenant, on va passer sur un autre côté. On va parler du coaching staff. Si pour vous, il y avait une personne dans le coaching staff, peu importe son niveau de responsabilité, voilà, entre un assistant ou le head coach, voilà, le degré de responsabilité est complètement différent. Mais voilà, peu importe son niveau de responsabilité, au niveau du coaching staff, Johan, à qui tu décernerais un prix cette saison? Un prix de... Une récompense, voilà. On parle pas du flop, là. On parle pas du flop. Non, on n'est pas encore au flop. Non, ben Spaniolo, tout simplement. Ouais, exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, je pense que c'est tellement facile à dire, mais c'est tellement évident que c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Tu enlèves Willie Gay, tu enlèves des Tyrann Matthews, tu enlèves des joueurs qu'il avait exceptionnels les dernières années. La défense de Kansas City prenait beaucoup de points. Maintenant, ça fait 3 ans. Bah, c'est incroyable. La défense nous a fait gagner des titres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis, moi, Spaniolo, pour moi, il est intouchable, quoi. Il est intouchable. Le mec, il part quand il veut, il arrête quand il veut, il fait ce qu'il veut. Voilà, Il partira avec la veste dorée, hein. Je peux pas dire plus. Je vais pas dire pour parler plus que ça. Moi, voilà. Moi, Spaniolo, pour moi, je le dis carrément. Pour moi, c'est le meilleur cordeau défensif de toute la NFL et depuis très longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, il a peut-être de l'histoire. Ouais. Franchement, il y a. Je vois pas qui. Alors, il y a les Patriots à la belle époque, mais bon, il y a plusieurs coordinateurs défensifs qui sont passés par là, bien évidemment. Il y a eu des bons coordinateurs défensifs dans l'histoire aussi de la NFL. Mais Spaniolo, putain, désolé pour le gros mot, mais franchement, c'est un niveau, c'est même pas, ouais,
n'y a pas de mots, quoi. Pour moi, il n'y a pas de mots pour décrire ce joueur, ce coach. Il est incroyable. Incroyable. Ok, très bien. Je pense que ça va être dur pour les autres. Mais du coup, Emilien, toi, tu le décerneras à qui ce prix du... Non, rien, pas mieux. Je pense que Joe a tout dit. Franchement, je ne vois pas à qui on peut le décerner d'autre que Spagnolo. Il fait un taf incroyable. Comme dit Yo, il perd des joueurs chaque année. À noter aussi que les joueurs, quand ils partent ailleurs, ils performent beaucoup moins que chez les Chiefs. William Jay. Je l'avais noté. Pardon, j'ai coupé la parole. Excuse-moi. Non. Elle t'a attendu 1 heure. Une heure tout pile. Record battu. Donc, non, franchement, rien à dire. Spags, légende. Et on verra à la fin de sa carrière si effectivement, c'est peut-être pas l'un des meilleurs cordeaux de l'histoire. Et toi, Elvin? Moi, un big up à Dave Merritt, notre coach des DBs, parce que tous les ans, on développe des DBs. On prend ça pour acquis, qu'on arrive avec des starters. Alors, ok, il y a McDuffie, mais McDuffie, il arrive, il est quand même déjà bien poli, mais il faut savoir comment l'utiliser. On a su l'utiliser à la fois dans le slot pour mettre en confiance et après l'essayer un peu sur la boundary. Donc, non, on a un DB coach. Moi, je vous l'annonce, le jour où Spags part, je veux que ça soit lui, notre coach défensif, quoi, notre coordinateur défensif. Après, il est de tradition que quand un coordinateur part, il peut partir aussi avec ses coordinateurs à lui. Donc, si Spags devait partir pour devenir head coach, c'est pas impossible qu'il emmène Dave Merritt avec lui. Mais je sais que Dave Merritt est attaché à Kansas City. Il a ses enfants à l'école là, il voulait rester là. Il a eu des offres. Et qu'il a refusé parce qu'il voulait rester là. Mais voilà, c'est un coordinateur de DB incroyable et qui a su les développer. Je veux dire, Jalen Watson, c'est un bon exemple, quoi. On joue avec un cornerback de 7e tour en tant que starter, donc c'est pas rien, quoi. On parlait de Jalen Hicks tout à l'heure. Enfin voilà, c'est vraiment faut donner son crédit là où il est dû, quoi. Un petit mot juste très rapide aussi sur Bobby Stroud, qui est pas un coordinateur, qui est le préparateur physique de Mahomes, parce qu'il fait quand même de la magie tous les ans. Mahomes qui se fait tordre les chevilles dans tous les sens et puis qui revient, je sais pas comment. Donc il fait pas partie des Chiefs, mais il est un petit peu dans la bulle. Donc à souligner aussi le travail de Bobby Stroud, le préparateur physique de Mahomes. Ouais, sachant qu'il a l'air de plutôt bien bosser, Patrick, en ce moment là. Si on voit la dernière photo que j'avais postée, il a affûté, le gars. Hein. Il a affûté. Donc nouvelle année, nouvelle ère de Mahomes semaine prochaine, on va voir ça. Et sinon, ouais, pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi j'avais mis aussi Steve Spagnuolo en vraiment c'est le top du top, quoi. Même sans forcément reparler beaucoup, mais sans remuer le couteau dans la plaie. Je pense que le plan au Super Bowl était le bon. Voilà, si l'attaque n'avait pas laissé trop de points aux Eagles pendant le match, je pense que voilà, sans refaire le match, je pense que le schéma défensif était le bon. Barkley avait été plus que très bien stoppé. On s'était tous accordés à dire que si Barkley ne dépassait pas les 100 yards, le match était pour nous. Donc voilà, je pense que voilà, même jusqu'au bout, avec, voilà, comme on a dit, tous les joueurs qui sont partis au fur et à mesure. Il a trouvé les plans de jeu, il a réussi à faire évoluer les joueurs aussi, les faire jouer tous ensemble. Et comme tu dis, voilà, quand Jalen Watson a un 7e tour en starter, il n'y a pas des 7e tours en starter dans toutes les franchises. Donc ça montre bien qu'il y a des joueurs qu'il a été chercher, qu'il a eu à disposition, plus ou moins par la force des choses, et qu'il arrive à faire jouer tout le monde ensemble. Et puis depuis 2-3 saisons, 2 saisons plutôt, je dirais, où vraiment la défense des Chiefs, c'est vraiment celle qui est peut-être encore plus cette saison, qui nous fait vraiment gagner les matchs, notamment dans les moments où c'était très, 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 très serré. Donc pour moi aussi, je lui décernerais ce titre. Et on peut presque se féliciter que les différents entretiens qu'il ait passés pour être head coach n'aient pas réussi, parce que du coup, il reste chez nous. Donc, je pense pas qu'il partirait cordeau défensif dans une autre franchise pour le moment. Peut pas. Ouais, il peut pas. Il est sous contrat. Il peut que partir sur un contrat plus élevé. Supérieur. Ok, ouais. Voilà. Donc, tant qu'il n'est pas pris en head coach, on va dire que c'est tout bénéf pour nous.
Reste à voir combien d'années encore il compte bosser, parce qu'il mine de rien, il empile aussi les années, il est plus tout jeune non plus. Donc à voir. Et du moment, tant qu'il est encore du côté de l'Arrowhead, on va pas s'en plaindre, on en sera très, très content. Si on a fait le tour au niveau du coaching staff, maintenant c'est peut-être le côté le moins rigolo, mais il faut quand même décerner des flops cette saison, parce que je pense qu'on peut en trouver plusieurs. Johan, ton flop de la saison? Je vais mettre un ensemble, moi, de flops dans la saison. Vous m'excuserez, mais moi, je mets toute l'offense. Quand je dis toute l'offense, je mets coach de la O-line, Brett Vick, Andy Reid, Matt Nagy, toute cette room-là, je la mets tous ensemble. Pour moi, c'est le flop complet. Parce que notre O-line est catastrophique. Notre attaque est pas bonne. Voilà. Donc voilà mon flop. Je vais l'arrêter pour dire aux autres parce qu'il y a d'autres noms à citer. Mais voilà, moi pour moi, c'est le flop général. Il va falloir partir au travail, messieurs. Ok. Après, si on s'en fie aux stats, est-ce qu'on sait combien est classée l'attaque des Chiefs en passe et en rush cumulé? Est-ce quelqu'un a la stat ou pas du tout? On était avant une des meilleures attaques en termes de points marqués. Là, à mon avis, on est milieu de tableau parce qu'on gagne quand même beaucoup de matchs. On sait qu'on doit quand même marquer des points. Mais comme vous avez dit, on gagne pas des matchs. Il a fallu qu'on attende combien de semaines avant de mettre plus de 30 points. Donc, en termes de points marqués ou même de différentiel, je pense qu'on doit être au milieu de tableau, à mon avis. Ouais, donc voilà. Après, c'est vrai qu'on s'était peut-être trop habitué à avoir une attaque super explosive aux premières années de Mahomes. Mais c'est vrai que cette année, c'est un peu la frustration je pense qu'on a tous. On aimerait vraiment, quand tu as un Patrick Mahomes dans ton équipe, pouvoir enchaîner les points. Ouais, Emilien, tu dis c'est 16e attaque, donc c'est au milieu, quoi. Donc pour une équipe qui arrive au Super Bowl, voilà, ça met bien en avant le niveau de notre défense au final. Montrer que c'est vraiment la défense qui nous tire vraiment vers le haut. Et on pourrait se dire que si on passerait ne serait-ce que la 9e, au lieu d'être 16e, tu passes 9e attaque, c'est quand même, les matchs sont quand même pas pareils. Donc, ouais, Yo, je pense que moi, je te rejoins en partie. Ouais, je suis peut-être pas totalement raccord sur tout, mais dans l'ensemble, c'est vrai que l'attaque a été plutôt une déception. Ouais, 4e défense. Merci, Emilien, pour les stats. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre en exergue vraiment les deux niveaux de chaque côté du ballon. Emilien, toi, ton flop de la saison, ça serait quoi? Alors, je vais pas me faire des copains, et notamment dans ce podcast. On n'est pas là pour ça. Et c'est pas un énorme flop. Hein, c'est pas. Mais pour moi, quand on regarde les performances des joueurs, il y a aussi qu'est-ce qu'on attend d'eux et la production en comparaison. Alors évidemment, les stats ne disent pas tout, mais le flop que j'avais mis cette saison, c'est Chris Jones. Alors encore une fois, c'est pas un gros flop et je dis pas qu'il faut le trader demain. De toute façon, ça nous coûterait, j'ai regardé, 52 millions de dead cap. Donc on va éviter de. Ça, tu vois, par exemple, ça, mon yo, ça serait pas une bonne solution. Tu vois. Bref, non, moi j'ai mis Chris Jones parce que je l'ai trouvé un peu moins présent cette saison. Bon, sur purement les stats, il fait que 5 sacs. C'est son 2e plus petit total depuis sa saison rookie. Alors, je rejoins Elvin quand il dit qu'il y a des plans anti-Chris Jones, qu'il est toujours double-teamé, etc. C'est vrai que si Wharton, par exemple, a eu quasiment 7 sacs cette saison, c'est probablement en partie grâce à Chris Jones. Mais les plans Chris Jones, pour moi, ça n'a pas commencé cette saison. Il y avait déjà, c'est pas la première saison qu'on découvre Chris Jones, il est quand même dans la ligue depuis 2016. Globalement, la défense a été très performante dans l'ensemble, mais le pass rush, la capacité à mettre la pression et le nombre de sacs ont été quand même globalement très décevants. Et quand tu es Chris Jones, tu es quand même le leader et le visage de cette pression pour moi. Donc forcément, j'ai du mal à totalement le dédouaner là-dessus.
Encore une fois, il ne fait pas une saison catastrophique, mais il est quand même à 30 millions, je crois, par saison. Ça doit être le 3e ou 2e joueur le mieux payé de l'équipe. Donc, on attend quand même des choses exceptionnelles, quoi. J'attends pas des prestations. C'est pas un genre de rotation, quoi. Pour moi, c'est la Sainte Trinité. C'est Mahomes, Kelce, Chris Jones. Et enfin, le dernier petit commentaire que je ferai sur Chris Jones, c'est les grands joueurs dans les grands matchs. Et cette année, en playoff, on l'a pas beaucoup vu par rapport aux années précédentes. Karlaftis sort un match de patron contre les Texans. En général, Chris Jones, ces années précédentes, avait toujours l'action. On se rappelle notamment au Super Bowl en prolongation où il met la pression sur Purdy pour éviter un touchdown sur une troisième tentative. Et là, en fait, moi, quand j'étais pour le match des Bills, j'étais au stade et j'arrêtais pas de dire à ma femme, tu vas voir, Chris Jones, là, sur la prochaine action, là, c'est lui, tu vois, c'est le patron, quoi. Bam, il va te faire un sac, il va tuer le match. Et en fait, c'est pas venu de lui. Alors, encore une fois, il a évidemment un impact, etc. Mais pour moi, à ce prix-là, tu dois faire plus que ce qu'il a fait, cette saison. Et je m'enflamme peut-être un peu, mais je pense que s'il fait une saison encore comme ça, l'an prochain, je ne serais pas surpris qu'on laisse partir Chris Jones. Donc, Dio, je préfère te préparer en avance. Parce que cette saison, c'est mort. Quand tu regardes ce que ça coûte, c'est impossible. Mais si tu commences à regarder à partir de la prochaine saison, je ne dis pas que c'est possible. Hein, mais qui avait dit qu'on allait trader Tyreek Hill, etc. Qui avait dit qu'on allait trader Joe Thuney? Bon, Elvin, ok. Mais moi, honnêtement, si cette saison encore, il fait une petite saison, l'an prochain, tu peux économiser quand même bonbon en le laissant partir. Je sais pas. Je dis pas que ça va se passer, mais à surveiller. On sait que quand on a des grosses déceptions, on fait souvent des gros moves. Là, ça a été Joe Thuney. À voir comment cette saison se passe. Mais voilà. Donc moi, c'était Chris Jones. Ok, très bien. Elvin, toi, ton flop de la saison? Ouais, il manquait un petit goodbye, comme tu dis. À la fois, tous les ans, Chris Jones a toujours la play où il termine le match, il fait un petit goodbye au public. Et je suis d'accord avec toi, il manquait. Après, voilà, un flop quand tu termines leader de pression, et je parle même pas que des D-tackles, hein, devant les edge rushers et tout. Moi, je signe tous les ans un flop comme ça. Non, moi, j'aurais pu. En fait, au début, je me dis, bon, alors, c'était quoi vraiment les points faibles de l'équipe? Donc, je pensais Nazi Johnson en couverture, ça a été compliqué. On attendait de lui pas mal. Après, je me dis, oh, on va pas tirer sur un 7e tour. Donc, ce serait pas juste. Chamari Connor, pareil, alors quand tu avais les deux sur le terrain en même temps, Chamari Connor en couverture et en même temps tu le fais jouer un poste où il est pas tout à fait à l'aise en lui demandant justement de jouer en couverture aussi, c'est pas son jeu. Mais par contre, il est très bon pour arrêter la course. Donc, je suis un peu plus sévère avec lui, mais non, finalement, du coup, moi, mon flop pour cette saison, ça a été Pacheco parce que le boulevard était ouvert, quoi. Il arrivait, c'est un des joueurs préférés, je pense, des fans, Pacheco, parce que voilà, il apporte une énergie. Voilà, il est marrant, il court. T'as l'impression que le sol lui a volé son goûter, quoi. Il écrase le sol avec ses pieds. Je pense que il aurait besoin de quelques leçons peut-être d'athlétisme vu comment il court avec ses genoux levés. Là, enfin, c'est marrant. Mais je vais pas dire que ça s'arrête là, mais juste apporter de l'énergie et se relever très vite et tout ça, ça suffit pas à être running back numéro 1. Et on l'a vu avant qu'il se blesse, que en fait Pacheco avait pas beaucoup progressé sur ses points faibles, c'est-à-dire la vision. En fait, on a vu la différence après qu'on ait signé Kareem Hunt. On a dit mais oui, en fait c'est ça, un mec qui prend le bon gap, quoi. C'est-à-dire que quand il faut faire 2 yards, il fait les 2 yards du coup. Et en plus, il tombe vers l'avant, donc peut-être qu'il va te faire 2,5, 3, quoi. Et je trouve que Pacheco, il a un problème de vision, c'est-à-dire que ça lui arrive assez souvent de partir où il n'y a rien qui s'ouvre, ou alors il pense que ça s'ouvre et en fait, il y a un mec qui arrive juste en deuxième lame derrière, quoi. Et donc ça, c'est le trait qui manque à un running back élite. C'est pas un running back qui casse beaucoup de plaquages non plus. C'est-à-dire qu'il a une pointe de vitesse assez impressionnante. Et par contre, une fois qu'il y a contact,
ben, généralement, il tombe assez rapidement. Et donc, du coup, bah, voilà, je me contredis en prenant un 7e tour aussi, mais c'est juste parce qu'il est arrivé en début de saison avec une hype en disant on a trouvé une paire, notre running back 1. Pacheco, je l'adore, mais je m'avance un peu, mais je pense qu'on le re-signera pas malgré tout après son contrat rookie. Et je pense que dès cette année, ce sera plus notre running back 1. Et d'ailleurs, bah, à partir de maintenant, mais un peu comme toutes les équipes, je pense qu'on fonctionnera avec un comité. Et à mon avis, il sera plutôt le 1 bis, voire le 2, quoi. Enfin, en fonction de voir ce qu'on fait à la draft. Mais c'est pas un hasard si, par exemple, au combine, je sais plus si c'est Brett Veach ou Andy Reid qui ont dit qu'ils allaient s'intéresser à un vétéran, un running back vétéran, au marché des running backs vétérans. Qui est surprenant quand tu as une QV running back excellente qui arrive comme ça, mais ça veut dire que, à mon avis, ils vont faire les deux. Ça veut dire qu'ils sont pas satisfaits de la RB room. Donc, voilà, un petit flop parce qu'il arrivait avec beaucoup de hype et puis que finalement, bon, bah, voilà, on lui en veut pas. Je veux dire, il est arrivé 7e tour, il devient quand même un très bon joueur, mais ce sera pas notre running back 1 élite. Et on aurait eu besoin, des fois, d'avoir un running back qui te fait un peu souffler ton O-line, qui te fait un peu souffler ton attaque. Et il n'a pas été ça. Bah, parce qu'il était blessé déjà, mais quand il est revenu après, on a vu qu'il a jamais récupéré sa place derrière Kareem Hunt. Ouais, en effet, c'est vrai que c'est un peu une déception, on peut dire, cette saison. Moi, du coup, concernant les flops, pareil, moi, ça va être un peu comme Yo, un ensemble de choses. En fait, moi, ça va être l'ensemble des blessures qu'on a rencontrées à des postes importants. J'ai fait le tour des joueurs qu'on a eu blessés au cours de la saison. On a déjà Hollywood Brown qui rate toute la saison régulière. Donc, tous les camps d'entraînement étaient faits avec lui. Receveur numéro 1, tous les entraînements avec Mahomes et paf, premier match de pré-saison. Hop, il se pète pour un long moment. Donc déjà, il y a toute une partie des receveurs qu'il faut revoir. Pendant la saison, on a perdu Butker aussi pendant une paire de matchs. Donc il a fallu, on a changé 2 fois de kicker parce qu'un autre kicker s'était blessé. Et on a vu aussi que quand il est revenu, il n'était pas à 100%. Il n'a pas retiré tout de suite les coups les kick-offs. C'était John Serrit qu'on a retiré une paire. Donc, et puis c'est ça aussi sûrement qui a dû nous pousser à jouer des 4e tentatives quand tu arrivais autour des 40 yards. Bon, après, on a eu Cochrane et Jody Thurston qui ont été aussi longuement blessés. Donc, pas des joueurs numéro 1, mais qui comptent aussi dans la rotation, notamment dans le fait de connaître les playbooks. On a Charles Omenihu qui est arrivé en fin de saison parce qu'il avait été blessé l'an dernier en finale de conférence contre les Ravens. Donc, je pense qu'aussi le manque d'efficacité du pass rush, une grosse partie de la saison a été due à l'absence d'Omenihu une grande partie de la saison. On a eu Pacheco qui a été blessé rapidement aussi. Puis quand tu prends une blessure comme ça pour un running back revenir, je pense que tu as quand même un petit peu d'appréhension. Voilà, ça doit être encore un peu douloureux. Tu te dis, voilà, c'est quand même des postes qui sont beaucoup exposés. On a perdu Rashee Rice aussi rapidement. Donc là, tu perds en moins d'un mois quasiment, tu perds ton receveur 1 puis ton receveur 1 bis 2. Donc voilà, on donne la balle à Worthy, le coup à un rookie. Donc ton attaque gravite autour de ça. Il y a Juju qui a manqué aussi une partie de 4-5 matchs milieu deuxième moitié, enfin dire ouais, milieu de saison un peu avant. Là où encore un moment où ton attaque se cherche clairement. Donc ça n'a pas aidé non plus là-dessus. Tu as Jaren Wiley aussi, notre tight end rookie, voilà, qui se blesse aussi gravement et assez rapidement, qu'on n'a pas vu de la saison, quasiment pas vu de la saison. Donc ton tight end numéro 3 est pas là. Tu vas chercher un Peyton Hendershot, pareil, qui fait 2-3 trucs, mais qui se blesse aussi. Donc voilà, en termes d'équilibre et puis de continuité, ne serait-ce que pour les rotations, enfin c'est quand même compliqué d'avoir quelque chose de bien. Et puis on a Humphries aussi qui avait fait plutôt un premier match encourageant. Donc tout n'était pas parfait, mais on voyait qu'il y avait quand même des bons signaux. Et il se blesse après son premier match. Donc là, tu te
tu te retrouves à bricoler avec Jutuni en left tackle. Donc voilà, pour moi, c'est un ensemble de choses. On se dit, si des blessures, tu en as forcément. Peu importe les franchises, au long de la saison, tu as des blessures. Nous, elles ont quand même touché des joueurs plutôt importants, voilà, des titulaires, des starters. Donc voilà, après, si en faisant peut-être un peu de fiction, même si voilà, c'est pas forcément une vérité en soi, si les joueurs avaient été en bonne santé, comment aurait été notre saison? Est-ce qu'elle aurait été plus simple? Est-ce qu'on serait allé au bout? On ne sait pas. Mais voilà, je pense que toutes ces blessures-là n'ont pas fait pour nous aider, notamment au niveau de l'attaque, parce que c'est surtout au niveau de l'attaque que ça a pêché. Voilà, est-ce que si les blessures n'avaient pas eu lieu, est-ce qu'on s'en serait mieux sorti? Est-ce que Mahomes aurait marqué plus de touchdowns? Est-ce qu'on aurait marqué plus de points? J'ai rien pour vous en persuader, mais je pense que ça aurait pu aller dans ce sens-là. Ouais, c'est clair, quand tu as fait la liste, là, c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant qu'on soit allé jouer au Super Bowl avec tout ça, quoi. Sans chercher d'excuses, hein. Mais je trouve que c'est quand même dingue, quoi. Après, je trouve que ce qui va avec ce que tu as dit là, et ce qui va un peu avec ce dont on parlait sur le coaching avant, pour moi, l'erreur originelle, et qu'on a revu du coup au Super Bowl, ça a été de partir sur la saison sans avoir de compétition pour Sua Mataia et Wanya Morris pour le poste de left tackle qui voilà, protéger le côté aveugle de ton quarterback, c'est le plus important. Et en fait, l'erreur originelle, après, bah, elle s'est un petit peu camouflée parce que voilà, il y a toute une équipe, mais en fait, elle s'est révélée à la toute fin. Donc, c'est peut-être ça finalement notre talon d'Achille, ça a été ça, et c'est revenu malgré toutes les blessures que tu viens de lister, on va au Super Bowl. Donc finalement, qu'est-ce qui nous fait qu'on n'a pas une saison où on termine tout en haut? Et ben, c'est ce petit truc, quoi. Ouais, le petit truc, ouais. Et ben voilà, je pense qu'on a été complet sur les récompenses. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Yo, je te laisserai terminer par la petite campagne pour les adhésions à l'association. Mais concernant les récompenses, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou vous pensez qu'on a été complet? Non, mais je pense que juste rajouter Matt Nagy, c'est ta dernière chance, mon pote. Voilà. Fais gaffe, Yo, il sait où t'habites. Ta dernière chance. C'est clair. Non, mais ça fait 2 ans. Mais non, ça fait. Mais ça fait 2 ans qu'il est là. 2 ans qu'il est là. 2 ans que Mahomes n'avance pas. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Hein. 2 ans, on va au Super Bowl. Toi, tout dépend d'où tu regardes. Ouais, mais moi, je sais pas ce que. Non, mais je suis désolé. Et puis de toute façon. Moi, je vais dire un truc par rapport à ça. On va pas revenir parce que de toute façon, on n'a plus de côté gauche. Donc, je vais pas en parler, mais ça sera. Non, mais je vais dire un tout petit truc par rapport à ça. C'est que c'est marrant parce que moi, je suis un petit peu le premier aussi à tomber sur Matt Nagy. Et puis après, t'es là. Ah, mais c'est quoi le problème? Bah, les appels de jeu offensifs, c'est n'importe quoi. Virer Matt Nagy. Et après, t'es là. Ouais, mais vous savez que c'est Andy Reid qui fait les appels de jeu. Ok, mais virez Matt Nagy quand même. On a du mal à s'attaquer au patron quand même aussi. Bah, quand c'est lui qui appelle les jeux, la plupart du temps, quand c'est Andy Reid, c'est que ça va c'est que ça va pas. Donc voilà. Bref, c'était un très bon épisode. 1h. 1h23. 1h23. Bref, vous n'êtes pas prêts la semaine prochaine. Hein. Avec tout ce que vous avez dit, vous n'êtes pas prêts. Hein. Un petit mot positif quand même pour l'association Chiefs France. Ouais, bah bien évidemment. Je fais la promo là, je fais le partage d'écran de suite. Voilà, donc j'avais pas la slide, j'ai été la chercher vite fait sur Twitter. Donc les adhésions sont ouvertes. L'association Chiefs France existe depuis maintenant, ça doit faire 3 petits mois. Le temps qu'on atteint la fin de la saison et qu'on n'a pas voulu se lancer tout de suite dans la campagne d'adhésion. Donc ça y est, elle est officiellement ouverte. Donc pour ceux qui écoutent un podcast, vous avez donc une carte de bienvenue, vous avez la carte de membre, vous aurez une participation au podcast, vous aurez accès au groupe WhatsApp. Donc je le dis dès maintenant, le groupe WhatsApp que l'on a créé auparavant où il y avait tout le monde. On y sera un peu moins présents les membres fondateurs de l'association parce que on va dédier plus les échanges sur le podcast à ceux qui adhèrent à l'association, bien évidemment.
tout ça pour pas dire non plus qu'on n'ira plus, mais voilà, je préfère le dire quand même. On ira aussi, vous serez invité à l'événement de pré-saison, le Tailgate de l'association. Et là, je vous garantis que là, on passera tous un bon moment. Même si Joe Tunney n'est pas à Kansas City, je vous garantis qu'on passera un super moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez le lien, n'hésitez pas, vous pouvez venir nous le demander. Vous pouvez aller sur le Twitter de l'association Kiff France, voilà, ou donc c'est Kiff FR exactement. Le nom de l'association. N'hésitez pas aussi à suivre le compte Twitter HBTCFR aussi, qui est le compte du podcast. Donc voilà, franchement, c'est une grande aventure qui commence. On vous attend pour les adhésions. N'hésitez pas. C'est 10 € l'adhésion, paiement sur PayPal ou sur demande de RIB. Donc franchement, voilà, c'est plutôt pas cher et vous recevrez un cadeau à votre domicile, donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et les gars, j'étais content de faire cet épisode, même si j'étais aigri depuis mercredi soir. Depuis mercredi soir, je suis aigri dans le groupe WhatsApp du podcast ou de l'association parce que Joe Tunney forever et je n'accepterai jamais cette décision. Voilà, c'est la fin. Pour moi, je n'ai plus rien à dire. Ciao à tout le monde. Emilia, je te kiffe. Et les autres aussi. Mais Emilia, il faut savoir qu'Emilia, juste pour finir, il reçoit 300 messages et en fait, je suis en boucle depuis mercredi et c'est toujours les mêmes messages. Donc, le scroll me dit ça va changer. Ah non, on n'a pas de guerre de gauche, on n'a pas de mec à gauche. Mais d'accord, mais là on parle des linebackers. Oui, mais on n'a pas de mec à gauche. Bon, allez, les gars, je suis désolé pour ma mauvaise humeur, mais sachez que je vous aime et que franchement, j'en ai gros sur la patate, mais ça passera, vous en faites pas. Et désolé d'avoir été méchant ou mal poli ou un peu aigri sur le groupe WhatsApp, je m'en excuse. Tout le monde sait que t'es un méchant, Yohan, de toute façon. Tout le monde sait que t'es un méchant. C'est pas faux, ma femme me le dit tous les jours. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute, une bonne fin de journée, puis on se reverra la semaine prochaine pour une émission spéciale justement sur les arrivées, sur qu'est-ce qu'on a besoin, à quel poste, etc. Il y a tellement de choses à dire, là. Il y a tellement de choses à dire. J'ai hâte. Merci à tous, bonne soirée, ciao tout le monde. Bonne soirée, go Chiefs. Ciao. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco. In the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.